Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifestyle, le podcast qui vous parle aujourd'hui souveraineté numérique. Bonjour à toutes et à tous, c'est aujourd'hui l'épisode 189 de Lifestyle. Nous sommes le jeudi 10 septembre 2020 et c'est un épisode spécial, c'est un épisode de Freetile aujourd'hui. Donc on inaugure une nouvelle manière de fonctionner dans l'équipe de Lifestyle et pour cela j'ai avec moi ce soir deux habitués. Patrick, bonsoir Patrick. Bonsoir Guillaume, bonsoir à toutes et à tous. Mais également Christophe qui fait son retour pour cette saison 10 de Lifestyle. Bonsoir Christophe. Oui, bonjour, bonsoir. Je suis pas un habitué, je suis un ancien. Ouais, c'est ça, un vieux. Et à côté de toi, on a deux habitués de l'équipe qui sont très présents sur le Slack. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Florentin. Salut Florentin. Bonsoir à tous. Et également Étienne. Salut Étienne. Bonsoir tout le monde. Bon, alors ce soir, on fait un épisode Freetile. Christophe nous a proposé un sujet que j'ai validé. C'est un épisode qui va traiter, alors, comme point de départ, de la souveraineté numérique. Donc Christophe, je compte sur toi pour nous expliquer ce que c'est que la souveraineté numérique. On va parler de données. Où sont nos données? Qu'est-ce qu'on fait de nos données? Qui fait quoi de nos données? Je pense que c'est quand même le point de départ de notre discussion de ce soir. Mais avant de commencer, je crois qu'il y a un petit extrait. C'est un système, Néo. Et ce système est notre ennemi. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout? Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système. Ce qui fait d'eux nos ennemis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. Alors Christophe, après cette petite mise en bouche sonore, je crois que je te laisse la parole tout simplement pour présenter ce sujet. En fait, voilà, je me renseignais un peu sur ça et je suis tombé par hasard, le hasard de l'internet, en scrollant mon fil d'actualité sur YouTube. Le hasard a fait que j'arrive sur une chaîne... Pardon ? Sérendipité, mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour mettre un joli mot. D'accord. J'étais tombé sur la chaîne, un titre, c'était la souveraineté numérique, la douche froide. En fait, c'était une chaîne, c'est ThinkView. J'avais déjà vu en fait pas mal d'émissions là-dessus, sur cette émission-là. Et puis, ils ont un logo avec le signe noir là. C'est une chaîne qui est animée par quelqu'un qui s'appelle Sky et qui reste dans l'ombre en fait. Alors, les intervenants sont toujours des illustres personnages de tous les horizons et c'est sans filtre en fait. Alors en fait, il a lancé cette chaîne en 2014 avec le feu journaliste Marc Ullman qui avait ses activités en 1950 jusqu'en 99. Donc il était journaliste au Monde, chroniqueur sur RTL, rédacteur en chef aux Échos, la politique étrangère sur FR3 à l'époque. Donc quelque chose de très sérieux, je vais vous dire. Je vous souligne le truc. Hein. Ouais. Donc tu nous mets le contexte. Voilà, ouais, donc c'est du sérieux, mais comme je vous dis, sans filtre et très intéressant. Les personnages, les invités sont toujours sont plusieurs sur une chaise avec un fond noir, et lui, on ne le voit jamais. Donc là, le titre, c'était la souveraineté numérique et la douche froide. Ça m'a donné envie de regarder, parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est que la souveraineté numérique? Sincèrement, j'en avais pas d'idée là-dessus, en fait. Le premier invité, ils sont à deux, c'est Tariq Krim, que je connaissais pas. C'est un mec qui a créé NetVibes. Vibes. C'est pas Vibes, NetVibes. C'est NetVibes. NetVibes, excusez-moi de mon anglais parfait. Qui appartient maintenant d'ailleurs à la société Dassault Systèmes en fait. En gros, NetVibes, si vous ne connaissez pas, c'est un tableau de bord avec lecteur RSS qui est 100% perso, 100% gratos. Donc allez voir, c'est netvibes.com. Ça m'a l'air vachement intéressant. A priori, vous connaissez. Moi, non. Alors Tariq, c'est le premier Français qui a été primé par le MIT, prix d'excellence pour les travailleurs de moins de 35 ans, prix scientifique, pardon. En 2008, il fait partie des 6 personnalités à avoir été désignées par le Forum économique mondial comme le Young Global Leaders.
vice-président du CNN, parce que CNN, c'est totalement différent, sachez-le. Hein. Le CNN, c'est le Conseil national numérique, en 2013. Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres, et il est chevalier en 2011, et médaillé par François Mitterrand, qui était à l'époque ministre de la Culture, et il a été officier en 2019. L'autre invité, c'est Bernard Benamou. Alors lui, il a été délégué aux usages de l'Internet au ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Il est maître de conférence à la Sorbonne, Paris 1er, défenseur de la neutralité du net. Il est auteur, conférencier, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique. Le rôle de cet institut, c'est une association, est faire de la pédagogie autour du numérique. Alors la France, plutôt l'Europe, je dirais, elle a perdu sa place dans la domination de l'Internet. Alors, est-il trop tard pour revenir dans la course ? Non, ils vont souligner. Hein. D'ailleurs, cette émission, qui sera dans les notes, hein, je vous invite vraiment à la regarder. Là, je vais vous donner un goût et une mise en bouche pour une discussion ensemble. Tariq qui disait à un moment donné, avant, quand on avait un ordinateur, c'était le nôtre. C'était notre disque dur, nos fichiers. Bon, il exagère un peu. Mais il y avait personne pour comptabiliser le nombre de fois où j'ai écouté telle ou telle musique, qui peut d'ailleurs, on le verra, avoir une implication politique ou pas, qui peut avoir une application politique ou pas. C'était notre souveraineté personnelle. Et un jour, on a dissipé tout ça dans le cloud. On a perdu le contrôle de sa vie numérique. La question de la souveraineté, est-ce qu'on a le droit de collecter les données ? Pourquoi faire ? Et quel est le bénéfice à court terme, à moyen terme et à long terme ? C'est là-dessus, en fait, qu'ils veulent se battre. D'ailleurs, dans le dernier Lifestyle, Flobo remarquait, lors du dernier épisode, il disait, quand je lance Google Actualité, il me propose vraiment ce qui m'intéresse. Mais il a souligné, mais pas Bing en fait. Pourtant, Flobo, en fait, il nous le dira, mais il laisse tout ouvert. Tous les services, tous les historiques, c'est open, quoi. Aujourd'hui, maintenant, l'Internet, ça n'analyse plus les données personnelles, en fait. Mais ça analyse le comportement. En fait, l'idée, elle va être de transformer ton comportement pour en faire ce qu'on va appeler du marketing comportemental. En fait, Internet, c'est un outil de contrôle. Et puis, nos amis chinois, ils nous le montrent tous les jours avec le crédit social. Alors, en fait, le problème, c'est qu'on peut modifier les comportements des gens. Et dans le but, c'est de vendre. Par exemple, on peut rendre une personne dépressive, et elle va plutôt acheter des voyages. Ou alors, on va la rendre euphorique, elle va plutôt acheter des godasses. L'idée, c'est de toucher au psyché des gens. Quand on rêve le soir, notre subconscient est alimenté par des images qu'on a vues dans la rue, à la télévision. Ok, mais aujourd'hui, là, en 2020, la majorité des images qu'on a vues viennent de nos smartphones. Ce sont des images qui ont été choisies. Vraiment. Il faut que vous sachiez ça, en fait. Si on déprime, on va nous montrer nos petites amies au lever. Un constat de Facebook, je dis Facebook, mais je parlerai plus, en fait, c'est un peu les GAFA, mais je vais garder Facebook. On est capable de modifier le comportement pour le commerce. Et quelque part, c'est la partie citoyenne, vont-ils souligner dans ce reportage, d'une personne, pour les élections. Tariq qui dit, on va aller voter, on va voter pour Hillary, et on est seul avec notre smartphone. Les données que nous voyons, c'est à nous, pas à quelqu'un d'autre. Et là, on va voir un truc, une fake news sur Hillary. Puis ça nous énerve, ça va vraiment nous énerver. C'est le bon moment, et on change son vote à la dernière minute. Extraordinaire, non ? Vous vous rendez pas compte ? Ce qui a changé entre l'élection de Trump et Obama, c'est qu'avec Obama, c'était une élection par Internet. Et Trump est devenu une élection grâce au smartphone. Et un smartphone, c'est bien souligné. Alors, si vous voulez plus d'informations, il suffit que vous alliez chercher des informations sur l'affaire Cambridge Analytica. Comme dit au début, on n'est plus au stade de l'analyse, mais dans la phase de manipulation. Modifier les newsfeeds de Facebook permet de modifier l'humeur des gens. Saviez-vous que la première matrice était censée produire un monde idéal où personne n'aurait souffert ? Le bonheur parfait pour chaque être humain ? Ce fut un désastre. Personne n'a accepté ce programme, une catastrophe pour les récoltes. Certains croyaient à l'époque qu'il faudrait qu'on reprogramme l'algorithme du concept de monde parfait, mais moi, je crois que de tout temps, l'espèce humaine a défini la réalité comme un purgatoire, une souffrance.
Le monde parfait n'était donc pour le cérébrum primitif qu'une forme de rêve dont on ne s'éveille qu'en mourant. Voilà pourquoi la matrice fut remaniée dans ce sens. Le point culminant de votre civilisation, et je dis votre civilisation, mais depuis que nous pensons à votre place, c'est aussi la forme ultime de notre civilisation, puisqu'en fin de compte, c'est la seule chose qui nous importe. Moi, un jour, je me suis rendu compte, personnellement, c'est moi, Christophe, qui parle, que j'acceptais n'importe qui comme ami sur Facebook, en fait. J'étais vraiment addict, je vous assure, de 2012 à... quand je suis arrivé sur Lifestyle, de 2012 à peut-être il y a 2-3 ans, là. Mais t'es arrivé il y a longtemps sur Lifestyle. Oui. Je me rendais compte que je fêtais des anniversaires à des personnes que franchement je ne les connaissais pas. Mais pas du tout. Je sais même pas qui c'était. Je likais n'importe quoi. Je postais des trucs juste pour moi-même avoir des likes en fait. Et j'allais régulièrement, si ce n'est pas plusieurs fois par minute, sur Facebook. Est-ce que j'ai eu des likes ? Et c'était le petit truc rouge tout en haut qui, effectivement, ça me rendait content ou malheureux. Je dis merde, j'ai posté un truc, ça n'intéresse personne. Entre autres, je pense que là, certains d'entre vous comprennent en fait dans quel système j'étais en fait. Malheureusement, je crois que je peux même plus en sortir en fait. Mais j'ai quand même décidé, il y a même pas un an, de retirer, un nombre d'amis mais considérable. Mais là, je vous jure, c'est pas des amis. C'est le terme employé. Oui, c'est le terme employé, mais ça serait plus des relations numériques. C'est ça, mais on va te dire que c'est des amis. Mais j'étais content de liker leurs trucs pour être leurs amis inversement. C'était débile, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et j'ai décidé d'arrêter tout ça. Donc j'ai dégagé une tonne de monde. Il y en a même qui me redemandaient en ami, mais c'est tout. Alors ils devaient croire que j'étais plus ami ou en colère, peu importe. J'ai vraiment briqué tout ça. J'ai gardé que 2 comptes, un Instagram et un Twitter. L'Instagram, il est maintenant depuis 15 jours, 3 semaines en privé. Je veux plus que d'autres personnes. Il y avait des gens qui nous demandaient un ami, je acceptais comme un con. Je repartais dans cette même boucle. Je les connaissais même pas, des nénettes super. On sait même pas qui c'est derrière, hein, des super photos de nénettes. C'est des bots russes, ça. Ouais, tout à fait. Mais dans quel but ? Je me pose encore la question. Dans quel but ? C'est ça, parce que en fait, tu tombes sur des flux d'actualité bizarres en fait. Le seul truc que j'ai encore laissé, c'est Twitter, qui me paraît différent par rapport à avant, où on avait que 144 caractères. Mais encore, je trouve qu'il commence à devenir un peu con, Twitter. Ça dépend vraiment du fil d'actu que tu suis, enfin des gens que tu suis. Mais c'est encore une autre question. Scroller sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, liker, pleurer. C'est de la motivation et c'est de l'addiction. Et en fait, on appelle ça de la dopamine. Ça nous motive, tout ça. On est content et addict. Il y a une vidéo d'Arte qui suit cette autre vidéo qui sera dans les notes de l'émission. Voilà. Alors la vidéo d'Arte, le reportage d'Arte, alors lui il est très court, hein, il dure 8 minutes je crois, ou 10 minutes on va dire. Comment Facebook vous rend addict. Alors, liker le contenu d'un ami et ainsi participer au contenu participatif. L'objectif de Facebook, par exemple, est que l'on passe de plus en plus de temps sur le réseau tout en likant le maximum de contenu, car la valeur boursière de la société dépend de la monétisation de vos données personnelles, souligne ce reportage. On est accro, car elle est basée sur l'interaction sociale à la base des sociétés humaines, ce qu'on appellera l'amitié. Si Facebook, tu likes, car tu veux plaire à ton ami. Ainsi, le like n'est pas seulement un outil d'évaluation des goûts, c'est un outil d'interaction sociale, ce qu'on va appeler la sociabilité. On like de façon compulsive pour intégrer le groupe, en fait. Et quand on reçoit un like, notre cerveau reçoit cette information comme la même manière que l'on recevrait une réelle récompense. Ça active la dopamine, en fait. Tu aimes on est sur le circuit des drogues, Christophe ? Florentin il nous répondra ça. Je vais pas te répondre, j'en sais rien. Tu aimes qui t'aime et en retour, tu te sens obligé de liker son contenu, créant une boucle sans fin. En 2016, Facebook a créé des nouveaux boutons appelés les réactions qui vont nous rendre encore plus addicts car cela touche à nos émotions. Pour Facebook, c'est le nouveau moyen de collecter des données de plus en plus précises sur ce qui était jusque-là caché, c'est-à-dire nos émotions.
ce qui leur permet de viser le ciblage comportemental, exactement ce que disait l'émission précédente. Facebook est l'un des plus grands laboratoires sociaux au monde. Si vous croyez que Facebook est un endroit cool, c'est pas tout à fait vrai en fait. Nous sommes des cobayes. Facebook a constaté que plus tu reçois de contenu positif, plus tu produis du positif, et inversement. Moins tu reçois de contenu positif, moins tu produis de positif, et moins tu reçois de contenu négatif, moins tu produis du négatif. Le fil de Facebook influence tes émotions. Même en supprimant ton compte, on ne peut plus y échapper finalement. Les boutons share sur tous les sites web que nous avons nous pistent. Petite parenthèse, CF l'outil qui s'appelle Codyvoice, je ne sais plus du CNIL, un petit programme de la CNIL. Alors on va le trouver, alors c'est Cookiviz, Cookiviz. Lui, c'est extraordinaire. Vous l'installez sur votre machine, c'est la CNIL. Bon, après, il y a certainement un RGPD qui vous dit que tout va bien. Et là, vous mettez n'importe quel site web, mais vous allez être effaré. Et donc, en fait, si on n'est pas connecté, ou alors si on a un onglet d'ouvert dans Facebook et qu'on va sur un autre site, Facebook va vous retrouver automatiquement, il va collecter les données de vos navigations chez vous, dans votre compte. Et si vous ne l'êtes pas, il va créer un profil fantôme. Il est capable de posséder, il est probable qu'il possède déjà votre numéro de téléphone, votre adresse postale, votre genre, votre adresse, votre trait du visage, votre niveau d'intelligence, vos préférences sexuelles, vos opinions politiques, vos religions, vos centres d'intérêt personnels ou professionnels, votre statut amoureux. Il possède certainement une photo de nous en format numérique digital. Voire savent où se trouve le curseur de votre souris. Tout cela grâce aux données fournies gratuitement par toi ou tes amis. Alors voilà un peu ce que je voulais vous dire, et puis maintenant on va peut-être en discuter, voir votre avis. Moi j'ai dit tout ce que je voulais dire, tout simplement en citant un petit peu des choses de ces vidéos, et j'espère que ça vous intéresse. Et puis qu'est-ce que vous en pensez ? Alors Patrick, tout à l'heure, quand on était en off, qu'on préparait l'émission, qu'on finissait de préparer tout ça, il me semble que tu avais pas mal réagi, donc est-ce que tu veux bien prendre la parole pour commencer à réagir au propos de Christophe, finalement ? Pourquoi pas ? D'autant plus que, comme je l'ai expliqué en off, j'ai réagi plutôt à cette vidéo. Alors, il y a beaucoup qui vont peut-être considérer cette vidéo comme de l'anti-américanisme. Moi, j'ai pris cette vidéo dans un sens totalement inverse. C'est-à-dire qu'en fait, ce que démontre en définitive, parce que là on parle de souveraineté numérique qui est, on va dire, pas seulement absente de la France, mais de tout ce continent, voire d'autres pays à côté. Donc ce que j'en tire, moi, c'est que du côté de nous, en fait, c'est-à-dire qu'en plusieurs points, très simplement, 1, on n'a rien fait. 2, on a laissé faire. Aujourd'hui, 3, on ne sait pas quoi faire. Et 4, on fait semblant de faire. Voilà. Et pour le 4e, au cas où certains ne comprenaient pas, on fait semblant, c'est-à-dire qu'on on met en place des pseudo-procès pour abus de position dominante, etc. On balance quelques millions de dommages et intérêts et de PV, et puis à la fin, qu'est-ce qui se passe ? On prend les mêmes et on recommence. Donc en fait, pour moi, cette histoire, c'est ni plus ni moins que des GAFA, puisqu'il s'agit un petit peu d'eux, qu'on pourrait considérer comme étant des trains, tu vois, qui arrivent en gare, donc qui commencent avec un wagon, puis on les voit passer. De temps en temps, on rentre dans un wagon, le train démarre. La fois suivante, le train revient, mais avec un wagon supplémentaire. On laisse toujours passer, et ainsi de suite. Et donc, au jour d'aujourd'hui, certains essaient de trouver des lois complètement farfelues pour essayer de contrer, mais on n'a pas le plus petit début, ne serait-ce que de réflexion, de savoir, les gars, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on invente ? Dans cette vidéo, il y avait quelque chose que j'ai appris également, qui m'a un petit peu sidéré. Bon, on peut le comprendre vu de la date à laquelle il est sorti, mais j'ai appris que le Minitel, mesdames et messieurs, était un produit 100% français. Alors quand tu dis un produit, tu parles bien de la machine, du hardware. De la machine. Donc, après, on va pas... comment dirais-je, le diable est dans les détails, mais grosso modo, c'est un produit purement français. Aujourd'hui, plus rien. Donc voilà, on peut blâmer les GAFA et qui vous voulez, mais je pense que notre continent, et plus encore, on a une grosse part de responsabilité dans tout ça. Alors, moi, j'aurais envie d'avoir un regard qui se tourne un petit peu plus du côté éducation. Est-ce qu'on doit nous-mêmes nous éduquer et éduquer nos enfants à se méfier
de ces aspirateurs à données finalement? Est-ce qu'on doit les boycotter? Est-ce qu'on doit arrêter de les utiliser? Ou enfin, quelle est la posture que l'on doit prendre finalement si on veut se protéger et continuer à maîtriser nous-mêmes nos propres données? Dans ce cas, oui, Patrick? Dans ce cas, j'ai envie de te répondre par une question, ok? Donc, et tu remplaces ça par quoi? Mais c'est ça, justement, ma question, c'est est-ce que on fait attention aux données qu'on laisse et auquel cas on se crée presque une seconde identité, ou bien et qui sera une identité virtuelle qui sera éloignée, plus ou moins éloignée de notre réelle identité, ou bien est-ce que voilà, on arrête tout simplement d'utiliser ces services tels Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp et autres. Alors je crois qu'Étienne, tu voulais prendre la parole. Oui, pardon, Christophe. Je disais, tu parles d'éducation, à un moment donné, ils en parlent, ils disent, quand tu achètes un ordinateur ou un smartphone, pire, je dirais, ils disaient, faut leur apprendre aux gens que par défaut, c'est perverti commercialement. Voilà. C'est apprendre que finalement, attention, ce que tu as, c'est plus comme le gars, il disait avant, nos premières machines, on faisait ce qu'on voulait, quoi. Il n'y avait rien dessus. Apprendre aux jeunes que c'est perverti commercialement. Tout ce que tu vas installer, c'est déjà quizzé, quoi. Je sais pas si vous voulez. Justement, je sais pas si c'est au même moment qu'il disait encore autre chose que je trouvais génial, c'est que avant, un ordinateur, tu l'allumais, c'est toi qui décidais quoi faire. C'est toi qui décidais de faire ça, ça ou ça, tu prenais la main. Aujourd'hui, avec un smartphone, quand tu l'allumes, c'est lui finalement qui te dicte un petit peu ta conduite. Alors justement, moi c'est ça. Depuis peu, je parle en semaine, j'ai enlevé toutes les notifications sur mon smartphone. Parce que je me rendais compte aussi que j'avais une addiction à mon smartphone, c'est-à-dire que c'est lui qui décidait quand est-ce que j'allais ouvrir Instagram, c'est lui qui décidait quand est-ce que j'allais ouvrir Facebook, c'est lui qui décidait quand est-ce que j'allais ouvrir Twitter. Et donc ça, j'ai coupé toute notification. Le soir, j'ai encore un smartphone qui est en batterie à 82%. Et wow. Si tu veux, parce que j'ai décidé, je veux reprendre le contrôle de ma vie finalement. Donc déjà, d'avoir coupé Facebook, j'ai mis sur mon téléphone un système, je crois que c'est inclus maintenant dans Android, où je peux définir que 1 heure par jour, grand max, de Facebook. Et j'ai retiré toutes mes applications en background. Je ne veux plus qu'ils tournent en background parce que plus de notifications. Et c'est énorme en fait, ça vous paraît pas, mais j'ai gagné des heures de ma vie. Mais des heures et des heures, déjà par semaine. Déjà, quand on est gérant, on a un tas de boulot. Et maintenant, on parle de souveraineté. Je reprends la souveraineté de mes actions. C'est moi le patron, en fait, dans l'histoire. Quand j'ai envie d'aller sur Twitter, je vais sur Twitter. Quand je veux regarder un truc sur Instagram, je vais sur Instagram. Et point barre, quoi. C'est pas eux qui ont dicté ma conduite, déjà que. Alors, tu vois, je trouve que ça dépend vraiment des manières d'utiliser les différents outils. Moi, j'utilise beaucoup Twitter au niveau professionnel pour des échanges avec des collègues. Et les notifications me servent parce que j'ai posé une question, on m'apporte une réponse et j'ai besoin, dans l'échange, d'être averti de la réponse. Mais je sais que ces notifications, je ne les ai généralement que sur une période, on va dire, une après-midi, une soirée, voire au plus une journée. Parce que la question sur Twitter, elle va pas rester forcément apparente très longtemps. Mais cet échange, tu vois, encore, j'ai eu le cas, j'avais une question vraiment professionnelle, je crois que j'ai posé le mardi soir ou lundi soir, je sais plus. Et j'ai eu la réponse toute la soirée, on a eu des échanges et c'était uniquement dans ce contexte. Donc tu vois, cette notification, moi, dans cette utilisation-là, je la trouve utile parce qu'elle me permet d'être actif et de pas perdre en échange avec les gens avec qui je suis. Mais j'ai assez peu de notifications et alors moi j'enlève pas les applications en arrière-plan. Par contre, je désactive l'affichage des notifications. Ça, c'est quelque chose aussi que tu peux faire. À ce stade, je vais quand même ouvrir une petite parenthèse parce que les gens pourraient croire en nous écoutant que les choses soient claires. On n'a pas décidé de faire sécession par rapport aux technologies. Je veux dire, moi personnellement, je sais pas vous, je suis toujours autant accro, j'ai toujours mes réseaux sociaux, etc., etc. Le fait qu'on parle aujourd'hui de souveraineté numérique, qu'on va critiquer certains organisateurs de services, typiquement les GAFA, ne signifie absolument pas à la fin qu'on va dire on arrête, on va se mettre au jardinage, etc. Je veux dire, on est tout aussi, enfin moi en tout cas, je suis tout aussi geek qu'avant. Je suis tout aussi geek qu'avant. Je suis tout aussi équipé d'ordinateurs, de smartphones et de tablettes au pluriel, donc ça ne change rien à ce niveau-là. Je veux dire, on n'est pas en train de virer, même si on change, certains ont décidé de changer un petit peu de comportement par rapport à leurs appareils.
Il en reste pas moins, on déclare pas la guerre aux GAFA. Voilà. Non, mais moi, il y a des trucs avec du recul maintenant qui me gênent. C'est comme un mec qui va arrêter de fumer, qui va dire, oh putain, c'est quoi ça? Je suis dans la même idée, quoi. Et maintenant, alors, est-ce que c'est une critique quand je vois des gens de ma famille sur Facebook qui sont, mais alors, je sais quand ils sont partis en vacances. Je sais que l'autre, elle est un peu fatiguée de sa journée, machin. Je sais que l'autre, il a été, mais je me revois avant, mais je dis, mais là, j'ai envie de dire, mais et alors, quoi? Enfin, après, c'est bien, elle vit sa vie, mais c'est une vitrine, quoi. C'est comme ces maisons où le grand hall, c'est un méga truc vitré, quoi. Tu dis, ils vont se coucher, tu vois. Mais maintenant, ça me gêne, et soit je deviens un vieux con, ce qui est pas impossible, je vous promets, mais soit maintenant, je vais aller dans un monastère, peut-être, j'en sais rien, mais je crois que j'ai passé le cap où j'en ai marre de tout ça. Oui, c'est que tu n'y retrouves plus d'intérêt pour toi, il n'y a plus de plus-value à passer du temps là-dessus. Donc finalement, tu fais ce qui t'apporte. Mais je veux aussi, tu t'en sors, quoi. Mais je veux aussi, par cet épisode, dire aux gens que, attention, faut savoir ce qui se passe quand vous likez, c'est pas juste, si vous êtes là juste pour liker, pour faire plaisir, si vous vous rendez compte que, tiens, je vais ouvrir mon Insta ou mon Facebook pour voir si j'ai des likes, attention, vous avez une addiction. Vous l'avez, l'addiction. C'est une mauvaise chose. Et c'est que vous êtes malade, parce que c'est une maladie. C'est la quête à la recherche du juste milieu. On parlait de dopamine tout à l'heure, et c'est peut-être le moment où si Florentin pourrait nous en dire plus, qui est plus dans le métier, lui. En fait, la dopamine, c'est un neurotransmetteur, et c'est celui qui est impliqué notamment dans le système de récompense, donc qui vient générer la sensation de plaisir après une action. Et donc la récompense qui est ici le plaisir. Et du coup, notamment dans le cadre des réseaux sociaux et Facebook, il a été montré que lorsqu'on recevait des likes ou des choses comme ça, comme tu disais en fait, Christophe, le plaisir de recevoir des likes sur tes publications, tout ça, la zone du cerveau où on retrouve notamment la dopamine, parce qu'elle est plutôt localisée dans certaines zones, était plus activée chez les personnes. En fait, c'était corrélé au degré d'addiction à Facebook. Et du coup, plus tu consommes, plus tu vas avoir de plaisir à recevoir un like, etc. Et du coup, tu peux tomber dans une forme de dépendance à l'extrême, je dirais, petit à petit, quoi. Donc c'est pour ça, se fixer une heure limite, comme tu disais, ça permet d'éviter de tomber dans ces travers, quoi. Sans se priver complètement, parce qu'il y a toujours des points positifs, mais ce qu'il faut jamais oublier, c'est que tous ces services gratuits, ils sont pas gratuits au final, il y a nos données derrière, quoi. Merci Florentin, merci beaucoup pour ta remarque et tes apports. Étienne, toi qui es revenu parmi nous, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Je sais pas si j'ai quelque chose à rajouter vu que j'ai loupé une partie, donc. Ouais, expose-nous ta partie, ton avis justement sur cette utilisation des données des GAFA. C'est clair que c'est nous le produit, quoi. Enfin, c'est tout ce qu'on peut regarder, lire et tout. C'est ce qu'on fait qui intéresse ces petites compagnies, innocentes ou presque, pour mieux pouvoir nous vendre. Mais non. Du tout. Pour mieux nous vendre des produits ou des pubs, tu regardes très bien quand tu vas sur Intel ou autre chose. On a toujours des trucs sponsorisés, on a ça. T'as beau te protéger avec les trucs avec les plugins de Firefox qui empêchent en théorie la transmission de données Facebook, mais ça n'empêche pas que tu vas sur n'importe quel site web, t'as les pubs. T'as beau les bloquer ou n'importe. Et c'est ça que, on va dire, Google, Facebook, Amazon, les autres, je sais pas trop, ils essaient de nous faire des profils. Et c'est justement ce sur quoi Tariq Krim râlait aussi, quoi. Je crois pas qu'ils essayent, ils les ont. Oui, ils le font déjà. Oui, ils le font. Voilà, c'est pour ça, tu vois, quand tu es sur le site web Nouveau Look de Facebook, tu as des trucs, mais tu te dis, mais pourquoi j'ai ça? Alors que quand tu es encore...
Tu as le truc qui ressemble à du Twitter. Ça, c'est une nouvelle je version. sais pas. Ouais. Peut-être. Et quand tu reviens sur ton Windows 10 mobile, tu as encore l'ancienne version. Tu n'as plus de pub. Oh, le monde est tout beau, quoi. Christophe? En fait, sur Facebook, j'ai passé un temps considérable à tenter de supprimer tous mes posts et tous mes likes. Rien n'est fait pour. Quand vous allez dans votre partie personnelle, j'ai passé, je vous jure, hein, peut-être des heures, mais j'ai passé des heures à effacer. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de temps que j'ai passé pour effacer des données. J'ai pas fini, mais je le fais petit à petit. Puis de toute façon, je me dis, ils prennent un backup et puis c'est revenu en 2 secondes. Mais c'est d'un chiant, c'est long. Chaque publication, il y a au moins un pop-up minimum qui fonctionne plus ou moins. C'est d'un long. Et là, je me suis rendu compte, mais le nombre de choses que vous likez, le nombre de choses que vous publiez, vos humeurs, vos trucs, tu m'étonnes qu'ils nous connaissent mieux que nous-mêmes, quoi. En fait, Christophe, ce que tu voudrais dire, peut-être, moralité là-dessus, c'est que sur ce genre d'outils, il ne faudrait réagir que quand on le veut réellement. Je réagis même plus, là. Ouais. Et tu sais que je me porte super bien, hein, et j'ai des vrais amis, moi. Oui, c'est bien. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas des personnes avec qui tu entretiens des relations grâce à ce genre d'outils que tu vois peu souvent et avec qui c'était un média finalement assez pratique de conversation? Je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Il y a des gens que j'ai perdu de vue, du coup, ou qui sont loin, tout simplement. Oui, mais il y a des gens que j'ai perdu de vue numérique, on va dire. Ouais. Après, on n'avait pas élevé les cochons ensemble non plus, quoi. Oui. Je sais que j'ai encore il y a des petites relations, il y a des moments, je redis coucou à des gens, je suis pas en colère avec personne, mais après, tu as des affinités ou pas, et puis c'est comme tout dans la vie, tu as des vrais amis, j'ai perdu des vrais amis parce que je les voyais plus, et c'est tout. Mais après, il y a des choses qui maintenant, ça me dépasse, et puis tu fais toujours voir, tu es obligé, tu as l'impression de devenir un m'as-tu vu. Quand sur Facebook, je vois encore des gens, parce que j'y vais encore, hein, je regarde, hein, j'ai encore mon œil, mais il est très loin, mon œil, je veux dire, je regarde en disant, et parfois j'ai envie de dire, mais c'est pathétique ce que tu partages là. J'ai envie de dire, quand je vois des gens, et je vois des gens réagir en disant, mais tu réagis parce que tu veux être son ami et reconnu comme tel, encore maintenant, mais tu es déjà son pote, j'ai envie de lui dire. J'en vois là, ils partagent des trucs, c'est merveilleux, mais ça rend aussi en moi de la jalousie parfois. Alors ça, c'est un travail sur soi-même. C'est-à-dire que quand tu vois des gens où ils ont plein de thunes et tout, et puis qu'ils vont te partager des trucs, là c'est un travail à soi, là c'est propre à moi, où il y a eu un cap où tu passes jaloux. Et après, une fois que tu as passé ce cap-là, tu dis, bon, c'est super, c'est cool, j'étais content pour lui. Hein. Ça, c'est autre chose, je dirais. Mais j'ai envie de dire, mais pourquoi tu partages ça en fait? Les gens qui vont dire, waouh, j'ai la dernière bagnole et tout, et j'ai envie de dire, mais pourquoi tu partages ça? Qu'est-ce que tu attends en fait? Et surtout que quand tu vois qu'ils ont 1000, 2000, 3000 amis, les gars, je sais pas, il y a un truc en moi qui me dit, c'est peut-être bien nécessaire, est-ce bien raisonnable? Exactement, est-ce bien nécessaire, est-ce bien raisonnable? De rendre les autres peut-être jaloux. Donc tu vas en rendre des waouh, c'est super, des gens qui ont un peu passé le cap, psychologiquement, peut-être pas, ils sont encore addicts, mais après, les autres, tu vas en rendre des jaloux, je dirais. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Alors, c'est très philosophique, hein, ceci dit. Ouais, mais est-ce que c'est pas aussi biologique, Florentin? Est-ce qu'il y a des raisons là-dessus? Tu parlais du circuit de la dopamine. Il y a d'autres choses là-dessus ou pas, à ta connaissance? On retrouve en fait les addictions. Alors, moins les addictions aux substances qui vont, elles, réagir, je pense à l'alcool ou aux drogues, qui vont réagir directement sur des récepteurs au niveau du cerveau, mais on retrouve les schémas d'addiction aux jeux vidéo ou ce genre de trucs, quoi. Au sport également. Et donc oui, c'est une addiction comme une autre qui est favorisée par ce système de récompense qui est mis en exergue là par Facebook avec ce système de like, etc. Donc en fait, il faudrait revenir à son bon vieux blog, tout simple, quoi, tout bête. Et ce que tu as envie de mettre, tu le mets réellement, et puis basta, quoi. Après, tu n'as pas forcément de réaction des gens. Ça pousserait moins à l'addiction, justement, en poussant pas cette récompense du like. Ok. Christophe, tu veux reprendre la main, il me semble. Faut pas oublier
ce qui souligne la vidéo, c'est que tous ces trucs-là, on a il modifie notre façon de penser. Ne l'oubliez pas. Parce que c'est une analyse comportementale. C'est-à-dire que votre flux d'actualité joue sur votre morale. Ça, c'est clair. C'est la deuxième étape par rapport au like et à tout ça. C'est que ça joue sur notre humeur. Faut pas l'oublier, ça c'est secondaire. C'est un peu, ils en parlent énormément dans ces deux vidéos qui ne se connaissent pas et que finalement ils disent la même chose parce que ça, c'est pas du n'importe quoi. C'est que on joue sur notre humeur et notre comportement et notre façon de penser. Important. Et d'ailleurs, en fonction de ce que tu vas voir, ça va également influencer tes posts. J'ai vu une étude récemment, je crois que c'est Numérama qui en a parlé, où justement, en fonction de ton fil d'actualité, si tu vas voir des choses plutôt négatives, tes posts vont être plutôt dans le même ton, et plus si ton fil est positif, tu auras des posts plus positifs, etc. En fait, c'est un renforcement de ton humeur actuelle. Oui, c'est ça. Et en fait, il peut te dicter ton humeur, et tu penses poster ce que tu as dans la tête, mais ce que tu as dans la tête est arrivé un peu par eux, quoi. D'accord. Ouais, ça joue sur le subconscient aussi, quoi. Tu t'es peut-être pas forcément 100% perméable à ce que tu vois, quoi. Non, mais ça joue quand même. Inconsciemment. Oui, ça joue. C'est comme l'effet, regarde, quand tu achètes une nouvelle voiture ou un nouveau truc ou un nouveau téléphone, n'importe, quelque part, tu commences à les repérer. Ah ben tiens, en voilà une, en voilà un. Et alors qu'avant, tu regardais pas. C'est ça aussi, quoi. Ouais, oui, après ça, c'est un phénomène d'identification. Je sais pas si c'est comparable. Ou peut-être un peu. Peut-être, je sais pas. Ouais. C'est assez. Je pense que c'est assez complexe comme idée. Mais je suis persuadé que tu peux. Pardon. Étienne, vas-y. Non, je suis persuadé que tu dois trouver des papiers scientifiques là-dessus, quoi. J'ai pas cherché, mais à mon avis, ça doit se trouver, quoi. Oui, ce côté addictif de ces réseaux sociaux sur lesquels on pourrait se perdre. Ouais. Donc Christophe, toi, ton utilisation actuelle, tu nous as dit que tu avais réduit de manière drastique Facebook. Tu en as combien de temps par jour à peu près ? Facebook, je sais pas, moi, à peu près. Un quart d'heure. Ah ouais. À tout casser, large. Hein. Ouais. Je suis très très large. Un quart d'heure, c'est peut-être beaucoup finalement. Je crois que j'y vais. Aujourd'hui, j'ai pas été, tiens. Voilà, c'est ça qui est énorme. Si tu veux, comme je l'ai dit, et c'est le titre, je veux reprendre un peu. Je veux un peu dire que c'est moi le patron maintenant. Je décide quand je veux, où je veux, et plus l'inverse en fait. Donc, on peut pas, hein, comme ils l'ont souligné dans le truc, le deuxième vidéo, tu peux pas quitter cette vie numérique. Ils te connaissent, tu existes, tu es profilé, même si tu n'as pas de compte. Chez Flobo, il a supprimé son compte. Moi, je l'ai pas encore supprimé. Sur Facebook ? Ouais, Flobo, il a vraiment effacé. Il y a des. Alors, est-ce que vraiment c'est effacé ? Ben non, parce qu'en fait, il crée après des profils fantômes. Et puis, comme si vous réécoutez le début de ce que j'ai dit, ils vous connaissent quand même finalement jusqu'à votre numéro de téléphone. Donc, on peut pas quitter ce truc-là. Et dans tous les réseaux sociaux, alors est-ce que là, par contre, j'ai une influence ? Je parle des GAFA celui en qui j'ai le plus confiance, ou alors on va le dire inversement, comme vous voulez, ça restera peut-être Microsoft. Alors pourquoi toi tu penses que Microsoft est le GAFAM dans lequel tu as le plus confiance encore, ou dont tu te méfies le moins ? Parce que j'ai des goodies Microsoft, peut-être. Pervertir. Alors, on en parlait, je te pose la question, mais on en parlait avant d'enregistrer. Et moi, je soulevais l'hypothèse que Microsoft n'avait peut-être pas tant besoin des données personnelles que ça par rapport à d'autres comme Google, parce que Microsoft vend ses services, vend ses produits, vend son matériel et n'a pas forcément besoin de tant de rentrée d'argent grâce à l'analyse de données. Donc il n'y a peut-être pas un aussi gros besoin de profilage. Après ça, c'est peut-être ma vision un petit peu naïve de la situation et de Microsoft, je n'en sais rien. Mais c'est ce que j'aurais peut-être envie de croire aussi, Christophe. Peut-être que tu en es là aussi. Regarde ce que disait Flobo.
connaît par cœur ses besoins d'actualité. Bing, il connaît que dalle sur lui. C'est vrai, il lui propose toujours du foot alors qu'il n'aime pas ça. C'est peut-être ça aussi. Bon, Bing, il est peut-être encore de l'ancienne école au niveau du moteur de recherche, c'est-à-dire, ça va être ce qu'on appelle le remarketing. C'est-à-dire que j'ai été sur un site, je me suis intéressé sur quelque chose, Bing va me le proposer, enfin, le système publicitaire en remarketing, enfin, l'annonceur. Le remarketing, si vous voulez, le principe du remarketing, c'est que vous êtes allé sur un site à des pages clés que l'éditeur a choisi, et à partir de là, on va pouvoir vous suivre sur la toile et vous reproposer ici et là, dans les réseaux de publicité, le contenu auquel vous avez peut-être été jusqu'au panier sans le valider. Hein, c'est ça le remarketing. D'accord. Mais voilà, bon, mais ils ont passé le cap, hein, les GAFA. Ils ont passé le cap parce qu'ils sont dans ce business model-là. Et là, maintenant, on est au niveau comportemental. Et comme le disait au milieu, tant que ça n'arrive pas au niveau des choix politiques, des choix décisifs, parce qu'au monde, qu'est-ce qui gère le monde? C'est le cul, le fric et le pouvoir. Mais il est important de bien voter qui on a envie pour qui tu votes. Hein. Donc, rappelez-vous l'histoire de manger des pommes et qui est passé aux élections. Mais il y a eu tout un truc qui n'était pas volontaire, je pense, au départ, avec Canal+, hein, puis manger des pommes et les guignols. Et puis finalement, il est passé, et on se pose encore des questions, est-il passé avec ça? Là encore, c'est compliqué, et Trump en a été, bon là c'est carrément volontaire d'avoir utilisé cette notion du comportement et de la comment on dit déjà, j'ai oublié le terme scientifique, de changer ta façon de penser pour les élections. Ils ont gagné quand même, ils ont réussi en fait. Donc c'est ça le côté dangereux, c'est là que je voudrais que les gens ils sachent, c'est là qu'on a besoin d'éducation en fait là-dessus, d'accompagnement numérique. Ouais. Est-ce que Étienne ou Florentin, vous voulez réagir par rapport à ce que vient de dire Christophe? Il parlait de manger des pommes, ça me fait penser aussi à 2002, Jean-Marie Le Pen et le reportage au JT de TF1 la veille sur l'agression de la personne âgée. Non. Je me souviens plus. Je vois pas. Non, vous vous souvenez pas de ça? La veille du premier tour, il y avait eu un reportage sur une personne âgée qui avait été agressée. Je sais plus ce qu'elle avait eu en question. J'étais un peu jeune. Il y en a qui se sont demandé s'il n'y avait pas un lien justement avec le passage de Jean-Marie Le Pen au second tour. Non, je m'en souviens pas, mais tout ça, c'est en France, on est encore à la vieille époque où c'est comme Obama, où c'était Internet qui décidait. Là, on est passé au cap du smartphone. Déjà à la télé. Mais déjà, on bouge sur ton comportement. Je sais pas si vous remarquez, mais Internet et maintenant les smartphones. On joue sur tout ça. Dès que tu vas avoir des élections, ils vont parler d'insécurité. Après, là, attention, on dévie sur la politique, mais tous ces attentats, tous ces trucs-là, on fait passer des lois en France de malades qu'on n'aurait jamais acceptées il y a 15 ans, quoi. Jamais de la vie, quoi. Et après, il y a des gens qui se sont bougés contre ça, ouais. C'est sur la peur. On va nous jouer sur notre peur. Et c'est ce qui s'est passé avec Trump, quoi. On a joué sur l'émotion des gens, en fait. Et pas sur la raison. Ah, la raison n'intervient presque plus, on dirait, des fois. Et ce soir, j'entendais à la radio, ils voudraient faire voter en France les enfants de 16 ans. Un député qui a eu cette idée-là, archéologiste, qui disait que les jeunes de 16 ans. Oh putain, s'ils font voter les jeunes de 16 ans. Alors, je vais relancer un autre truc que tu étais quasiment en train de souligner. Tout à l'heure, tu me posais la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai même commencé à retirer certaines applications et utiliser des applications que je pense pouvoir maîtriser sur mon Synology. Alors, tu veux dire que tu es en train de switcher vraiment sur ta manière de fonctionner sur Internet et même en informatique alors? C'est quoi, même en informatique, mais alors, oui, enfin, je veux dire, même au niveau de ta machine, d'après ce que tu nous as dit tout à l'heure, tu parles un petit peu de ton stockage dans le cloud, où là, tu es en train de quitter ce qui est lié à ton système d'exploitation pour partir peut-être sur de l'auto-stockage et de l'auto-hébergement. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux en parler un petit peu? En gros, ce qui est fibré. Par exemple, oui, l'avantage, c'est que j'ai la fibre. À partir de là, le NAS que j'ai, le Synology,
m'offre des outils que je peux gérer. Ce sont les miens, ils sont dans mon disque dur. Donc, je pourrais simuler, voire, pourquoi je dirais le mot simuler, mon propre cloud. Par exemple, je dis Synology, mais il y en a peut-être d'autres. Hein, c'est juste mon expérience personnelle. De mon smartphone, j'ai mon DS Photo. DS, c'est la gamme de Synology. Disk Station. Mais bien sûr, je suis bête. J'ai l'application DS Photo, tu as l'application DS Photo, tu as l'application DS Moment, un peu qui va te rappeler en prenant tes vieilles photos, tout ça, mais c'est à toi, les données sont chez toi, les photos sont chez moi. C'est pas les trucs avec les photos d'anniversaire ? Ouais, DS Moment, c'est ça. C'est ça, DS Moment. C'est ce que font OneDrive et Amazon Photo, ce genre de produits. Exactement. Et donc, au-delà de ça, je pourrais même, mais je ne l'ai pas fait parce que là, il faut peut-être un peu plus de compétences, voire de recherche, hein, parce que la compétence s'acquiert en cherchant, pour avoir mon propre hébergement de domaine et mes propres emails. Dépendre, en fait, être en autosuffisance, quoi. Mais bien sûr, c'est dans l'excès tout ça, bien évidemment, mais on peut. Il y a des choses qu'on peut, comme le souligner tout à l'heure, je l'ai recité dans ce que j'ai dit au départ. Avant, il n'y a personne qui comptabilisait telle et telle musique que j'écoute autant de fois par jour. J'ai réinstallé même VLC que je n'ai jamais utilisé. Mais pourquoi ? Parce que VLC, je peux le connecter à mon réseau privé. Oui. Voilà. Tu l'ouvres et tu lis un UPnP, ouais. Ou un STMB ou n'importe quoi, mais tu peux lire ce que tu veux, quoi. Ouais. Ça revient un peu au... Oui, non, c'est réapproprier, c'est la souveraineté personnelle. Œuvres, voilà, la souveraineté personnelle. Tu peux avoir accès à tes musiques, à toi, que tu as sur ton disque dur et tout. Tu n'as plus besoin d'avoir l'accord de tel major qui n'a pas donné son accord à Deezer ou à Spotify ou n'importe. Tu fais ce que tu veux, quoi, oui. Mais moi, tu vois, ça c'est un truc que j'ai voulu faire en 2007. J'ai acheté un Synology en 2007 et c'est exactement ce que je voulais faire, être complètement suffisant. Sauf qu'à l'époque, j'avais 2 mégas de connexion ADSL et forcément, ça marchait pas. Tu voulais récupérer des petits fichiers texte, des petits fichiers Word, ça passait. Mais dès que tu voulais récupérer une musique, en plus à l'époque, on était qu'en 3G. Il y avait même pas de 4G, donc je te parle même pas de la 5G. Et c'était hyper galère. Donc c'est quelque chose que j'ai arrêté d'utiliser parce que ma connexion à la maison était nulle, la connexion 3G était pas suffisante. Quand tu étais chez quelqu'un en ADSL, c'était pas forcément intéressant à cause de mon upload à la maison. C'était même pas du 2 mégas en up, Étienne, oui, tu peux le faire remarquer. Oui, c'était du 2 mégas en down, donc c'était peut-être du 0,5 en up. Donc tu vois, c'était 2007 dans un petit village de l'Est de la France. Hein. Et donc j'ai arrêté, je me suis tourné vers les outils grand public type OneDrive, mais tu vois, ça c'est quelque chose, je sais que dès que je vais avoir la fibre, le NAS, bon, est un peu vieux quand même, tu vois, il date de 2007, donc il va peut-être falloir le changer, mais je pense que je vais me tourner vers une tentative d'autosuffisance, en tout cas tout ce qui est musique, stockage, film, ce genre de produits. Et au niveau redondance, mon ancien NAS, il est chez mes parents. Et toutes les nuits, j'ai un backup. Donc, ça va maintenant beaucoup plus vite. Hein. J'ai plusieurs backups différents chez mes parents. Donc, c'est sûr que là, si la magnétosphère vient péter côté de la face de la Terre, là, on est mort. Bah, moi, j'ai pas de redondance mondiale, par contre. Là. Ouais. Mais je crois que Patrick veut te proposer quelque chose. Mort pour être mort, c'est naze. Non, c'est NAS. Ah, pardon. J'aurais pas osé. Non, je voulais pas proposer grand-chose, mais je voulais juste encore ouvrir une autre parenthèse. C'est peut-être, il serait bon d'expliquer aux gens ce que c'est un NAS, parce qu'il y en a peut-être qui nous écoutent, qui ne savent pas de quoi on parle depuis tout à l'heure. Hein, alors en gros, si vous voulez, un NAS, c'est un espèce de boîtier de stockage qui est composé au minimum de 2 disques durs, ça peut être 2, 4, 8 ou plus, qui n'est pas connecté à votre port USB, mais plutôt sur votre réseau, qui a plusieurs fonctions. Parmi les principales, celle, bien évidemment, de vous proposer un stockage sur plusieurs machines dans votre maison. Vous pouvez stocker ce que vous voulez. Un stockage réseau, quoi. Voilà, un stockage réseau. Mais le plus important, et précisément ce dont on parle tout à l'heure, c'est que ces systèmes, à l'image du Synology, ces boîtiers sont équipés d'un système d'exploitation
ainsi que un espèce d'App Store qui vous propose ni plus ni moins que d'installer des programmes qui vous permettront de remplacer certains services que vous utilisez tous les jours chez votre fournisseur d'accès, Google, Apple, etc. Synchronisation de photos, stockage de documents en ligne, etc. Eh bien, ce NAS peut assurer totalement votre souveraineté numérique en stockant ça directement chez vous. Alors, je vous cache pas qu'il y a quand même des contraintes. Les contraintes, elles sont un petit peu techniques d'abord, parce qu'il faut, enfin, c'est peut-être pas encore à la portée de tout le monde. Puis la deuxième chose, c'est qu'il faut quand même une connexion Internet plutôt confortable, si vous voulez que les données transitent de façon efficace. Mais ça, c'est véritablement quelque chose, quand ça fonctionne, qui tombe du feu de Dieu. Par exemple, on peut même installer PHPMyAdmin, CosmoDB, enfin, toutes des bases de données au niveau développeur. Tu peux héberger ton site web sur ton NAS. Web. Voilà, votre propre site web qui va chez vous. Et ça, enfin, vous imaginez, vous dépendez même de personne, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Mais moi, ça, tu vois, je l'utilisais quand je faisais mes sites. Je les testais à la maison sur le NAS. Et quand c'était prêt, je le mettais en production chez OVH. Et ça me permettait, comme ça, de travailler facilement sur un vrai serveur, mais sans avoir l'upload qui soit très long. Par contre, moi, je suis très, très mauvais, moi, dans ça, en fait, en informatique. Donc, je saurais pas le faire. Si, je chercherais sur un tuto, mais... avoir mon propre site là, c'est super facile. Ce qui m'inquiète là, c'est que je passe quand même par Synology pour me connecter. Donc il me donne en fait, comme Patrick saura nous réexpliquer juste après, un accès à chez moi, alors que je passe par une petite porte de chez eux. Mais a priori, on peut y échapper. Et je saurais pas monter mon propre domaine, mon propre compte email, tout ça. Mais ça me plairait en fait, vraiment. Hein, je trouve qu'on peut faire quelque chose là-dessus, quoi. Patrick, peut-être pour répondre à Christophe, avant de laisser peut-être Étienne ou Florentin répondre. C'est-à-dire que c'est dans la même veine, justement. Alors, comme tu précisais, il y a l'accès, l'accès est facilité grâce à un compte qu'on va créer chez Synology, ce qui évite en fait des contraintes techniques beaucoup plus informatiques, comme par exemple l'adresse IP fixe. Il y en a certains, si je leur parle d'adresse IP fixe, ils vont pas savoir de quoi je parle. C'est un des rares moyens pour accéder à une machine depuis l'extérieur à son domicile sans presque avoir besoin de deviner son adresse en fait. Donc c'est un portail qui est proposé par Synology qui va attribuer un lien unique, propre à votre boîtier et qui vous permettra d'accéder à tous ces services. Alors bien évidemment, on pourrait se poser la question de savoir qu'est-ce qui est stocké chez Synology. Je doute en tout cas que les données elles-mêmes soient stockées. Ça, pour moi, c'est pas possible. Ou alors, il leur faudrait des serveurs de stockage absolument monstrueux. Il faut considérer ce compte Synology comme une passerelle. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, pour moi, il y a le risque est limité. En tout cas, il est beaucoup plus limité que quand vos données sont directement stockées, tout sauf chez vous. Ce qui m'étonne, c'est que c'est pas cher, hors disque dur, les Synology. Parce que en fait, on consomme quand même, voilà, cette petite porte qu'on passe, cette passerelle qui va chez eux. Oui, mais c'est qu'un DNS. C'est ce que disait Patrick. Ce n'est qu'un DNS. C'est juste une redirection finalement. Et ils nous le font pas, ils nous le facturent pas, je dirais. Et ils te le facturent dans le prix d'achat du NAS parce que vu le nombre de personnes qui doivent utiliser le service de redirection, je pense pas qu'il y ait une personne sur deux qui l'utilise réellement. Parce que la concurrence, c'est Netgear. Je pense là-dedans la plus connue, non? Il y a QNAP aussi. Ouais. Netgear, je crois que c'est le fantôme de ce que c'était avant, quoi. J'ai plus l'impression que... Oui, alors moi, effectivement, je n'aurais pas pensé à Netgear non plus, pour être honnête. J'aurais plutôt pensé à QNAP. Ouais, QNAP. Il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas, mais nous, c'était principalement Synology qu'on utilise au boulot, et puis QNAP un petit peu moins. Et moi, Synology, j'en suis d'un content, mais alors à un niveau incommensurable. Moi, je t'avoue, 13 ans, ça marche toujours. Hein. Ah, c'est toujours le même, Christophe? Le mien? Oui. Chez mes parents, c'est d'un DJ215 et là, c'est il y a peut-être 2 ans, donc je ne saurais pas te dire, mais c'est dans la même gamme, mais la version 2 ans après. D'accord, il marche toujours aussi bien, quoi. Putain. Bon, après, c'est un coût, il faut rappeler, c'est pas non plus très bon marché, c'est un coût à plusieurs centaines d'euros, hein, quand même. Oui, ça dépend lesquels tu prends, ça dépend, tu as différentes gammes. Tu as les premiers qui sont intéressants, tu les as autour de 180 €. Hors disque dur. Attention. Hors disque dur, bien sûr.
hors disque dur. Tu es sûr que dans ces prix-là, il faudrait que je regarde, je n'ai pas pensé à regarder les tarifs, mais à ce prix-là, je ne serais pas surpris que tu as des Synology à un seul disque. Non, alors moi, c'est celui que j'ai. Moi, le mien, j'ai payé dans les 180 €, hors disque, évidemment, bien sûr, avec 2B. D'accord. Moi, c'est des Et 2B toutes aussi. les options après. Ouais. Alors, Et par contre, moi, là où il est limité, tu vois, ça va être en décodage vidéo. Je peux pas, par exemple, streamer de la 4K sur le réseau de la maison. Parce que le processeur, c'est un 256 MHz, tu vois, c'est un vieux truc. Bon, mais tu comprends, vu son âge, et puis la 4K, il y a 13 ans, ça n'existait pas. Hein. Je pense qu'on l'avait même pas en tête. Voilà, c'est limite physique, mais en tant que disque du réseau, moi, je m'en sers pour pas mal de petites choses et je suis assez ravi, malgré l'âge. Mais Guillaume, tu peux lire plutôt que streamer. Oui, bien sûr. En tant que disque du réseau, ça marche sans problème. Mais tu as une fonction de lecteur multimédia, en fait, qui est lu, le fichier est lu par le NAS et envoyé sur le réseau, ce qui peut être pratique quand tu lis sur un petit ordinateur qui est pas très puissant. Ouais. Mais bon, peu importe. Après, c'est des choses. Je pense que maintenant, les premiers prix chez Synology doivent pouvoir le faire maintenant. Alors, peut-être juste préciser aussi, parce que les gens peuvent se poser la question, pourquoi y a-t-il plusieurs disques? En fait, c'est une question de sécurité des données, puisque ça fonctionne un petit peu comme de la redondance. En gros, vous avez un disque qui est le miroir de l'autre et inversement. Donc, contrairement à un disque dur simple USB, s'il meurt, vous n'avez plus rien. Là, en principe, si un disque dur tombe en panne, eh bien, vous le remplacez tout simplement, et puis ça continue à fonctionner comme si rien n'était. C'est ça, c'est juste long le temps de changer le disque dur parce que le disque qui reste va être recopié sur le nouveau disque dur et vu qu'il faut toujours changer les disques durs par paire, vous allez enlever le disque dur qui restait au début et remettre le double de celui que vous avez mis, le neuf. Bon, l'appareil continue de fonctionner malgré tout. Bien sûr, mais c'est juste que le temps de recopier, quand tu as 1, 2, 3 Tera, alors quand tu as des disques à plateau, ça peut être assez long, tu peux mettre 2 heures, 3 heures, le temps que ça se fasse, quoi. Bien sûr. Mais bon, ça se fait tout seul, vous le mettez, vous allumez le NAS, et vous dit on a détecté que le disque dur corrompu a été changé, voulez-vous le mettre à jour? Hop, tu lui dis oui, ça part tout seul. Je parle pour avoir fait l'expérience de ça. J'ai fait aussi cette expérience il y a quelques mois. Juste après avoir acheté des nouveaux disques durs, tout s'est bien passé. Voilà. Mais donc c'est une solution, effectivement, l'utilisation des disques durs qui pourrait être envisagée pour plus tard. Pour nous, peut-être revenir là-dessus si ça vous intéresse et si surtout ça nous intéresse. Je vois un seul désavantage, par rapport à un stockage type OneDrive ou autre. C'est du point de vue écologique, je pense que ça consomme plus qu'un serveur qui regroupe plusieurs centaines d'utilisateurs au même endroit, etc. Et puis qui est optimisé au niveau du fonctionnement électrique. La consommation de ce genre de NAS, mais... J'en suis pas ouais. Là, je suis pas dire. J'opterai pour ce que dit Florentin, là. Par contre, je pense qu'effectivement, au niveau écologique, c'est pas top. Il faut savoir l'éteindre, malheureusement, ce NAS-là. Mais le principe de NAS, c'est que tu l'éteins jamais. On n'est pas obligé de le laisser. Ouais. Ça dépend de son utilisation, quoi. Mais oui, si tu vas stocker toutes tes données dessus, moi je vois au niveau boulot, toutes mes données elles sont stockées sur OneDrive, donc j'ai besoin d'y accéder en permanence. Je peux pas me permettre, ou à la rigueur la nuit qu'il soit éteint, ça me dérange pas, mais il faudrait qu'il se rallume automatiquement à une certaine heure. Ouais. Et ça fait partie moi des défauts, je trouve, du NAS. Alors, est-ce que c'est le mien parce qu'il est vieux? Mais il faut compter au démarrage bien 7-8 minutes avant qu'il soit opérationnel. Ça, je sais pas toi Christophe si tu as vu à peu près le même temps. Non, ça va vachement plus vite. Ouais, parce que moi je te dis 7-8 minutes, c'est au moins ce qu'il faut. Bon, en théorie, le principe du NAS, c'est quand même de rester allumé en permanence, hein, les amis. Hein. C'est pas un disque dur USB que tu branches et tu débranches, donc c'est un disque dur réseau, donc il est censé quand même être allumé en permanence. N'oublie pas qu'on parle de synchronisation, de services de cloud, etc. Donc si c'est pour l'éteindre pendant les heures creuses, ça fait un peu... Ça réduit beaucoup son utilité, je trouve. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est un des défauts du NAS personnel, c'est, je pense, ce côté hyper consommation énergétique. Je pense. Mais bon, à la maison, moi, il est allumé 364 jours par an, à peu près. En moyenne. Voilà. Est-ce que ça consomme beaucoup? J'ai pas mis mon moyenne derrière. Et il doit pas être en fonction sans arrêt, quoi. Je sais pas, la consommation énergétique de ce truc-là... va forcément consommer moins cher que si je fais une recherche sur un moteur de recherche.
Ça dépend si le moteur de recherche est sur ton NAS. Est-ce que ça consomme plus ou moins? Bon, alors, parmi vous, là, est-ce qu'il y en a qui seraient prêts à arrêter un réseau social, là, comme ça, pour se dire, allez, pour récupérer mes données, éviter d'en donner, est-ce que il y a quelqu'un qui arrête? Moi, je dirais non. Patrick, non. Et faire attention à ce que tu mets, par contre. Peut-être tu fais déjà attention à ce que tu mets. Oui, ça. Et à qui tu partages. On est d'accord. J'essaie de faire attention, effectivement. Florentin et Étienne, vous, est-ce que vous êtes des accros aux réseaux sociaux? Twitter surtout, mais c'est même pas accro. C'est pas... Mais Facebook, pas vraiment, quoi. Donc tu as un compte, mais est-ce que tu mets beaucoup de choses dessus ou c'est vraiment... Non, pas vraiment. C'est plus du genre du like, mais quelque chose dessus, j'essaie d'éviter, quoi. C'est plus... Alors, quand tu dis que tu mets du like, mais c'est du like pour faire plaisir, c'est du like pour te faire plaisir, c'est du like... je reprends un peu ce que disait Christophe tout à l'heure. Disons, c'est plus du like pour montrer une sorte de support, mais aussi du partage, quoi, le share. D'accord. Voilà, c'est oui, donc c'est qui est encore différent, ouais. Et toi, Florentin, qu'est-ce qu'il en est pour toi? Moi, en réseau social, j'utilise principalement Twitter. Je regardais tout à l'heure quand tu as demandé à Christophe son temps d'utilisation. Sur les 7 derniers jours, je suis à un peu moins de 2 heures quand même par jour sur Twitter. Ah oui, quand même. Ça en fait du temps quand même. Mais après, je poste pas beaucoup. Je lis surtout en fait. Je suis prendre l'information. Mais ouais. Et ensuite, j'ai pas d'autres réseaux sociaux. À part si on met Slack dedans. Ouais, non, après Slack, c'est une communauté privée, donc moi je le mettrai pas dedans. Ouais. Mais oui, donc en fait, tu as une utilisation assez forte sur Twitter, mais très, très limitée quand même aussi, sur un seul réseau social. Passive, je dirais en fait. Et ça me fait penser, j'ai détourné un peu la fonction like de Twitter. C'est-à-dire, Étienne? Ça me sert plus de bookmark, de trucs à lire que vraiment du like, quoi. Ah, c'est marrant ce que tu dis. Il y a des signaux sur Twitter, sinon. Ça, j'en sais rien. Je prends un like, ça marche bien. Oui, et après, tu vas chercher dans la liste des tweets que tu as likés. Ouais. Voilà. Il y a des signets pour mettre de côté. Et ça me les met sur Pocket. Quand je like, ça me les met sur Pocket. Et après, je les prends sur Pocket. C'est quoi Pocket? Pocket, c'était un service indépendant, ça a été racheté par Firefox il y a quelques années, et c'est un service de bookmark, donc de signer, tu mets dedans ce que tu veux, tes sites web et tout. Bon, Christophe, toi, il te reste encore un peu de Facebook, un peu de Twitter, Instagram, on peut plus te retrouver. C'est devenu mon principal endroit, si tu veux me contacter, c'est sur Twitter, quasiment, si tu ne me connais pas. Sinon, après, par téléphone, ça marche bien aussi. Exactement. Et puis si vous voulez partager vos photos à Christophe, vous lui envoyez par SMS, ça marche aussi. C'est ce que je fais la plupart du temps. C'est vrai, je confirme. On voit Christophe travailler. Voilà. Attends. Oui, Étienne. Juste un truc, parce que je suis en train de... Enfin, j'ai cherché Pocket pour le mettre en lien. On remarque souvent, loguez-vous avec Google, loguez-vous avec Facebook. Oui. Ça, c'est aussi leur façon à eux de nous suivre, de voir sur quoi on se log et tout, quoi. Je l'utilise jamais. Ouais, je ne l'ai jamais utilisé. Ouais. Systématiquement, je crée mon compte avec une adresse email que j'utilise. Enfin, j'ai une adresse email fantôme chez Google, chez Microsoft, etc., que je n'utilise que pour ces inscriptions-là. T'as pas Yopmail? Pardon? Tu devrais utiliser les services de Yopmail, les boîtes jetables. Pas forcément, écoute, non, c'est encore plus simple que ça. Quand tu es chez Google ou chez Microsoft ou les autres, même à mon avis, tu peux créer des alias, d'accord? Bien sûr. Que tu peux créer des pseudos différents qui vont avant le hâte. Et donc, moi, je fais systématiquement ça. Je crée un alias pour mes inscriptions. Le jour où ça devient trop polluant, j'en crée une nouvelle. J'inscris mes sites que je veux garder avec la nouvelle adresse. Et puis, je supprime l'alias. Du coup, plus de réception de mail et puis fini les spams. D'accord. Mais jamais, non, les Facebook Connect, les machins Connect, ça, en principe, je déconseille et je n'utilise surtout pas Facebook Connect. Parce qu'alors là, les gars, voilà, c'est open bar, quoi. Ah oui, complètement. Ouais. Florentin, tu voulais réagir? Non, tu parlais de Yopmail, mais je sais qu'il y a des services
Qui refusent. Ouais. Ouais, il y a quelques services qui refusent les adresses Yopmail. Alors pour ceux qui connaissent pas, yopmail.com, c'est un service d'adresse vraiment poubelle. C'est des adresses sur lesquelles vous allez pouvoir vous connecter, mais tout le monde peut se connecter, il n'y a pas de mot de passe. Donc quand vous avez besoin de valider une inscription sur un service peu sécure, on va dire, vous faites ça sur une adresse Yopmail et vous n'êtes pas embêté. Alors c'est sûr que tout le monde va pouvoir voir que vous avez validé votre inscription, mais à la rigueur, rien à faire, quoi. C'est une email commune. Oui, alors par exemple, si tu as envie de t'appeler Toto52, eh ben, tu vas sur yopmail.com, tu as un petit champ où tu vas taper Toto52 et ça va t'afficher la boîte mail de Toto52@yopmail.com et il n'y a pas de mot de passe, il n'y a rien. Je vais vérifier les mails. Voilà. Ah, merde. Oui. Et donc, tu as les mails de tout le monde. Enfin, de toutes les personnes qui ont inscrit un service là-dessus, ça arrive là. Alors, quand tu as un service que tu veux utiliser vraiment de manière hyper occasionnelle où tu ne veux pas être spammé derrière, je trouve ça assez pratique. Bon, je sais pas s'il y en a d'autres trucs d'adresse poubelle comme ça. C'est quand même pas très... On n'en trouve pas beaucoup. Et puis, comme Florentin disait, certains services le bloquent. C'est assez dommage. C'est fou cette histoire. Je connaissais pas. Et ben voilà, tu auras découvert un petit truc. Waouh, énorme. Donc voilà, tu vois, pour éviter de te faire suivre, tu vas sur yopmail.com avec ton VPN en navigation privée et puis putain, tu utilises ça. Ah, il n'y a pas Lifestyle. Personne n'a utilisé ça. Il n'y a personne qui l'a utilisé. Je ne vais pas oser Microsoft, Google ou Facebook, bien évidemment. Il doit y en avoir de ça. Si je fais Irslo, tous les coups, je vais tomber sur tes emails. Ah non, il n'existe pas non plus. Ben non. Flobo. C'est con. Flobo, je suis sûr qu'il existe. Non, même pas. C'est bizarre cette histoire. C'est un truc, c'est piraté. Ouais. Et si on essaye TOS? Ah, TOS, c'est utilisé. Ah oui, c'est jeté déjà par défaut, alors. C'est marrant. Ah, moi, c'est plus Louis Vuitton, vous voyez, déjà. Ouais, je vois. C'est pas la même catégorie, quoi. Le mec, c'est déjà un haut de gamme, quoi. Ah, c'est marrant, ça. Donc voilà, vous voyez que finalement pour la souveraineté numérique, on peut pas tout changer, mais il y a quand même des petits gestes, finalement, on peut voir qui peuvent être utiles hein, pour réduire un petit peu l'emprise de grosses boîtes sur nos données personnelles. Une belle conclusion. Sachez que votre vie numérique, il n'y a pas de hasard. Dans ce que vous voyez sur Internet, rien. Il n'y a aucun hasard, sauf si vous avez un jour de votre vie, donc vous êtes bébé, et que vous n'existez pas encore. Quoique, je suis sûr qu'avant votre naissance, ils vous ont déjà profilé. Oh, pas nous. Pas nous, nos gamins, peut-être. Vos parents, ils ont été sur tous les réseaux. C'est pour demain. Il y a déjà une photo de l'échographie. De l'échographie 3D qui est là. Donc, vous existez même que vous n'êtes pas encore né. Et quand vous êtes mort, vous existez encore longtemps. Moi, je suis encore ami avec des gens, ils sont déjà morts, quoi. Oui, c'est vrai, hein. C'est vrai. Mais pour faire supprimer son compte, c'est vachement difficile sur Facebook, je lisais là. Ah, je sais pas, ça a dû se simplifier quand même, c'est la loi. Oh, bah, avec un RGPD, maintenant, je pense que c'est un peu plus radical maintenant. Tu peux le faire, je crois. Oui, mais est-ce que tu supprimes vraiment? Ça, tu ne sauras jamais. Les Cap de l'année qui remettent parce qu'ils ont eu un plantage. Ah, je suis désolé, on a remis vos données parce qu'on a eu un petit plantage la nuit dernière. Vous nous excuserez, hein. Bah, monsieur, hier, j'ai passé ma journée à effacer tous mes posts. Ah, bah ouais, mais on est navré, vous pouvez recommencer demain. Je te trouve un petit peu cynique face à tout ça. Mais tu sais bien que tu peux pas effacer des données parce que tu vas avoir des backups, tes données sont toujours. Ah, ben, de toute façon, il faut se rappeler que tout ce qu'on met en numérique sur Internet reste stocké quelque part, hein, quoi qu'il en soit. Ils sont quand même censés l'effacer avec le RGPD, je dis bien censé. Hein. Oui, c'est par rapport à ça que je disais, ouais, justement. Ouais. Et qu'en est-il des backups? Les backups qui sont aux États-Unis. Non, mais ils n'ont pas le droit de garder un backup quand tu demandes à supprimer ton compte. Après, entre qu'ils ont le droit de faire et pas faire, la réalité, je ne sais pas. Mais... Oui, parce que lancer un recours pour vérifier contre Facebook, pour vérifier qu'ils ont vraiment supprimé tes données, je crois que tu peux revendre ta baraque, tes enfants aussi, pendant plusieurs années. J'ai ni l'un ni l'autre, alors je suis mal barré. Non, mais ils vont te faire une sortie papier, quoi. Oui, ils vont t'imprimer tout Facebook, ouais. Dans un Allez-y, cherchez. Qu'ils veulent, donc ils peuvent te le donner en binaire. Il n'y a pas de loi sur le type de format. Ouais.
En binaire sur des disquettes 3 pouces et demi. Disque perforé. Ah, sur disque perforé. Ah ouais. Oh punaise, ça doit être long, ça. Carte perforée, excuse-moi, pardon. Je me trompe. C'est pas écologique non plus, là, si tu récupères tous les données Facebook comme ça. Ah non, c'est pas du tout écologique. Mais ça doit être sacrément dur à traiter. Mais c'est ce que je crois Free avait fait au début avec la Adopi. Ah bon? Ouais, il me semble. Bon, c'est de mémoire, donc je peux me tromper. Ils ont dit, bon, si la Adopi veut nos informations, on va leur donner mes papiers, quoi. Ah oui, il leur envoyait les impressions de PDF. Ouais, il fallait qu'ils fassent tout à la main. Ouais. Oui, j'avais entendu ça, ouais. Non, je pensais qu'ils avaient poussé le vice à faire un truc style carte perforée, quoi, manière de embêter les gens. Ah, imprimer papier quand même. Ouais. Oui, mais j'avais entendu ça effectivement aussi. Ça devait faire des ramettes, quoi. Ouais. Tu m'étonnes, mais pour faire les recherches, c'est pas évident. Le contrôle F est plus difficile. Le contrôle F est beaucoup plus difficile. Avec un bon scanner, ça peut aller vite. Bon, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter ou est-ce que ça serait le moment de se quitter pour ce premier épisode? Je pense qu'on a tout dit, il me semble. Bon. Oui. Mais alors, merci beaucoup Florentin d'avoir été là et d'avoir rajouté quelques lumières à cet épisode. Merci à vous docteur, pour cette invitation. Avec plaisir. Merci Étienne aussi d'avoir été là, malgré les petites coupures de faisceau entre toi et nous. C'était avec plaisir. Et puis, ce fut un grand plaisir, Christophe, de te retrouver bien motivé aujourd'hui. Bon, alors, peut-être un petit peu fatigué avec ces 3/4 d'heure de décalage. Mais ça, c'est l'âge. Avec un peu d'entraînement, tu verras, ça revient. C'est comme le vélo. Tu l'as cherché. Et puis, merci beaucoup, Patrick, d'avoir été là. Bon, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, le 190 de Lifetile, qui sera sûrement autour de la Xbox et sûrement on va parler de sous, de gros sous et de petits sous finalement. Vous avez peut-être vu que les annonces ont été faites des tarifs de sortie des Xbox par Microsoft. Voilà. Allez, on en parlera la semaine prochaine avec notre camarade Cassim. Portez-vous bien, à très bientôt et n'hésitez pas à faire sonner le téléphone de Christophe. Alors, on vous laissera le numéro de téléphone sur le post. Il sera caché, à vous de le retrouver. Vous pourrez lui envoyer vos avis par SMS et quelques photos par MMS. Voilà. Vous avez bien écouté, j'ai placé les numéros dans l'ordre dans tout l'épisode. Mais il faut les retrouver quand même. Voilà. Allez, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao. Allez, bonne soirée. Ciao. Salut. Bye.